Professeur Joël Narcisse Meule, bonjour. Bonjour, Dr Macon. Merci d'avoir accepté l'invitation de Wafrica TV. Écoutez, c'est un plaisir, c'est un honneur à la limite d'être là aujourd'hui. Mais je voudrais commencer cette séquence en vous posant une question qui n'est pas seulement en rapport avec le titre de l'ouvrage, mais sur laquelle vous revenez abondamment au niveau de la conclusion et qui me semble jette en réalité les pistes d'une nouvelle voie dans l'écriture de l'histoire politique et institutionnelle de notre pays, l'identité narrative. Qu'est-ce que vous entendez par identité narrative camerounaise? Vous en parlez abondamment dans la conclusion. On sent bien que il y a des ouvrages qui sont en route pour donner une pleine compréhension de ce concept, mais en anticipation. Qu'est-ce que vous entendez par identité narrative camerounaise? Écoutez, l'identité narrative est, de manière simple, est cette capacité qu'ont les peuples, les hommes, moi je les mets au niveau des peuples, à construire une histoire à partir d'un choix fait de certains événements de leur passé, dans la perspective de construire quelque chose. Rendu au niveau du Cameroun, il me semble que l'un des problèmes essentiels aujourd'hui, c'est qu'il manque aux Camerounais une identité. Il nous manque une histoire. Appelons-la histoire officielle. Appelons-la histoire du Cameroun. Appelons-la comme on veut. Mais il nous manque cette base qui constitue pour les autres un socle important, un référentiel. Il nous manque cela au Cameroun. Et ce manque est consécutif à ce que j'ai appelé l'incapacité de faire le mouvement de la minorité vers la majorité intellectuelle. La minorité étant un peu comme l'a définit, comme l'aperçoit Kant. Cette situation de l'homme qui est incapable de se définir par lui-même, ose le définir. Il faut oser, il faut se définir par soi-même. Et donc la majorité, c'est cette capacité de l'homme à penser par lui-même sans la présence d'un tuteur. On l'a dit précédemment. L'histoire du Cameroun est une histoire francisée. Peut-être qu'il est temps aujourd'hui de s'asseoir et d'écrire une histoire du Cameroun. Et je vous l'ai dit, dans mon esprit, quand on parle de Cameroun, il n'existe pas avant 1962. Avant 1961, ça n'existe pas. C'est peut-être, les gens feront référence au Cameroun allemand, mais je leur dis le Cameroun allemand, tant qu'à faire, allez prendre les territoires gabonais, allons reprendre les territoires nigériens, allons reprendre les territoires guinéens, équato-guinéens, allons reprendre les territoires centrafricains, allons reprendre les territoires congolais. C'est une réalité qui avait 750 000 km² et qui a vécu à peine 3 ans, parce que les accords avec la France sur le bec de canard, c'est en novembre 1911. La Deuxième Guerre mondiale éclate, la Première Guerre mondiale éclate en 1914. Alors, si vous me dites c'est le Cameroun indépendant en 1er janvier 1960, je vous dis, ça ne concerne que le Cameroun français. Alors de quel Cameroun parlons-nous? Si vous me dites c'est le Cameroun avant les Allemands qui était considéré des pleupards, je vous dis ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Donc cette réalité de 475 442 km², espace terrestre, parce que ça me permet de faire une petite digression. Les superficies des territoires qui sont donnés dans les livres de géographie sont totalement fausses. Parce qu'il y a une superficie maritime. Et parce qu'il y a un enjeu stratégique, on n'en parle pas. Donc, le Cameroun n'a pas 475
475 442 km². Il y a l'espace maritime. Jusqu'où va le territoire camerounais sur l'espace maritime? On n'en parle pas parce qu'il s'agit d'enjeux stratégiques. Alors pour revenir, alors, ce territoire, cette superficie terrestre, de 475 442 km² existe avec la réunification. Ok? Il naît avec la réunification. Il naît avec la réunification. Et non. Tout débat doit commencer là. Et donc la construction d'une identité, la construction d'une histoire nationale, du moins dans sa dimension politique, doit prendre en considération ou doit célébrer cet événement-là. Voilà ma position. Et donc, si on veut parler d'unité nationale, tout ce qu'on veut, eh bien, c'est à partir de cet événement-là. Nous allons nous arrêter sur quelques dates marquantes où vous allez les aborder pêle-mêle selon votre choix. Ces dates marquantes et les problèmes qu'elles soulèvent. J'en retiens 3 particulièrement. 1er janvier 1960, qu'on appelle date de l'indépendance. 1er octobre 61. 20 mai 72. Écoutez, c'est vite fait. 1er janvier 1960, indépendance du Cameroun sous tutelle de la France. 1er octobre 1961, indépendance du Cameroun sous tutelle de la Grande-Bretagne avec réunification, avec concomitamment avec la réunification au Cameroun, avec le Cameroun français, la République du Cameroun. Cet épisode est très important. Parce que, pour moi, c'est un marqueur identitaire. C'est ça qu'il est important de faire une petite précision là-dessus. Pardon. En 1916, le 4 mars 1916, le territoire qui vient de conquis par la France et la Grande-Bretagne, territoire allemand, est divisé entre ces deux puissances. Et la division et le partage est entériné le 6 mars, donc 2 jours après. Chacun des États essaye d'imposer ou de faire circuler son véhicule culturel. Dans ce contexte, la Grande-Bretagne applique cette politique chère à Lord Lugard, qui est l'Indirect Rule, avec les Native Authorities, et la France applique l'administration directe. Alors, ces deux territoires vont connaître chacun son évolution sous l'égide des Nations Unies. C'est dans ce cadre que le Cameroun français accède à l'indépendance et qu'au niveau du Cameroun britannique, un débat s'ouvre sur l'accession à l'indépendance. Alors il y a un ensemble, et il va y avoir un cadre juridique, ce sont les résolutions des Nations Unies. Alors, vous avez, par exemple, la résolution 1352 du 16 octobre 1959, qui donne une orientation sur la fin de la tutelle et qui soumet la fin de la tutelle à l'organisation d'un plébiscite. Parce que, au préalable, les résolutions 1541 et 1514 donnent exactement l'orientation pour la section à l'indépendance, notamment la résolution 1514. Et présente 3 choix pour les territoires sous tutelle pour accéder à l'indépendance. Soit en tant qu'État, soit en s'associant à un État, soit en s'associant à un groupe d'États. La première option avait été
exclus au Cameroun parce qu'il y avait un gros débat anglo-anglais sur cette problématique-là, entre Camerounais et Camerounais sur cette problématique-là. Et l'option B était l'option retenue. Donc, en s'associant à un État, à un autre État. C'est dans son contexte qu'il faut donc comprendre les batailles qu'il y a entre Ndele et John Goufoncha pour ou contre un rattachement au Nigeria ou pour ou contre un rattachement au Cameroun. Une réunification au Cameroun. Alors, la résolution 1352 précise donc que le choix va être fait pour l'un ou l'autre État. Au plébiscite du 11 février 1961, la question elle est claire. Voulez-vous accéder à l'indépendance en vous réunifiant à la République du Cameroun ou voulez-vous accéder à l'indépendance en vous réunifiant à la Fédération du Nigeria? Le territoire sous l'administration britannique était scindé en deux. Vous avez le Northern Cameroun et le Southern Cameroun. Au cours de ce plébiscite, le Northern Cameroun décide de se rattacher à la République fédérale du Nigeria. Et le Southern Cameroun, par un vote massif, décide de se réunifier à la République du Cameroun. Donc, la date d'indépendance de cette partie-là, c'est le 1er octobre, avec réunification. Et non sur le champ national, on n'insiste plus sur la réunification. Parce que ça paraissait plus beau pour les historiens. Ça paraissait plus élégant. J'ai parlé de francisation tout à l'heure. Ça paraissait plus élégant d'évoquer uniquement la réunification. Mais il y avait l'indépendance. Puisqu'il y avait la fin d'un régime de tutelle. Je n'invente pas, les questions sont là, les archives sont là. Mais déjà, est-ce qu'il n'y a pas une incongruité de parler de réunification avant de parler d'unification? Bon, sur le champ historique, ça a tout son sens. Parce que c'est la réunification en se rappelant que 46 années, non, 41 années plus tôt, le pays avait été scindé en deux. Enfin, le territoire avait été scindé en deux. Donc, ça veut dire une réunification. Et si vous regardez toute la littérature de l'UPC sur cette question, vous savez bien que le discours de l'UPC, c'était la réunification et l'indépendance. Dans la réalité, le mot a tout son sens. Mais celui qui n'a pas de sens, c'est ce qui va se produire en 1972. Le 20 mai 1972. Comment ça? Parce que quand on exploite à suffisance le contexte historique qui a mené à la création de la République fédérale du Cameroun, matérialisée par la Constitution du 1er septembre 1961, on est curieux de comprendre le processus qui aboutit à la révision constitutionnelle ou à la naissance d'une autre république le 2 juin 1972 à partir du référendum organisé le 20 mai de la même année. Pourquoi? Parce que dès l'article 1er de la Constitution, l'État, la naissance de l'État est actée de la République fédérale. Cameroun occidental, Cameroun oriental. L'article 47, alinéa 2, parle de la recevabilité de toutes les formes de propositions de projet de loi, sauf ce qui aurait pour objectif de modifier ou pour conséquent la modification de la forme de l'État. On peut aller plus loin. C'est vrai qu'en 69, il y a un tour de passe-passe qui
qui vient pour corriger l'article 2 de la Constitution, mais sans véritablement changer l'esprit. On parle de la souveraineté qui appartient au peuple camerounais. Et aucun individu ne saurait se l'approprier. Or, le 6 mai 1972, le président Ahidjo annonce son intention aux députés d'organiser un référendum qui aboutirait à l'adoption d'une nouvelle constitution qui mettrait fin à l'État fédéral. Il y a une grosse littérature là-dessus, les pour et les contre. Mais quand on pèse tout cela, il est évident que l'acte de 1972 n'était pas un acte constitutionnel. C'est on parlait de coup d'État juridique. Et je suis de cet avis. On aura certainement une occasion pour revenir sur les subtilités juridiques de cette question. À quel niveau situez-vous la naissance de la crise de l'anglophonie identitaire? À plusieurs niveaux. Il faut bien que les acteurs soient connus. Pour éviter le sentiment qui semble être admis d'un côté comme de l'autre. Cette crise est de fait des Camerounais. Je dis les Camerounais de part et d'autre du fleuve Mungo. Parce qu'il y avait un pouvoir central qui avait des intérêts à préserver et des individus de l'autre côté, des leaders politiques, qui avaient également des intérêts à préserver. Mais toujours est-il que il est difficile, dans les faits, d'établir la responsabilité d'un camp. Je dis celui du Cameroun occidental. Parce que les actes qui sont interprétés aujourd'hui, qui peuvent être interprétés comme les causes de cette crise, sont les actes administratifs et politiques. Et donc la responsabilité revient à celui qui a eu l'opportunité de gérer le Cameroun entre 1962, 61 et 1982. Mais une fois de plus, cette gestion était collégiale. Parce que pendant toute cette période, il y a eu entre 1961 et 1973 un vice-président issu du Cameroun occidental, conformément à l'article 9 de la Constitution fédérale, qui disait clairement, ou qui disposait clairement, que le président de la République et le vice-président ne sauraient être originaires du même État fédéré. Et donc, les actes administratifs et politiques pris en ce moment, si l'on se situe dans la manifestation de la chose politique, eh bien, sont la responsabilité de l'exécutif qui était constitué, on va le dire ainsi, des ressortissants des deux États fédérés. Même s'il faut reconnaître la prédominance du président de la République. Eh bien, le premier de ces actes, c'est en 1961. Le 20 octobre 1961, l'organisation administrative du Cameroun après la réunification. Le président Ahidjo décide de créer des inspections administratives fédérales et fait de l'État fédéré du Cameroun occidental une inspection administrative. Et il nomme un inspecteur fédéral. Alors la conséquence immédiate, c'est que
le vice-président de la République, premier ministre du Cameroun occidental, Abouya, doit partager son pouvoir avec un inspecteur fédéral nommé par le président de la République. Ça posait problème. Puis, peut-être, on peut s'interroger sur la volonté de créer un unique groupe parlementaire à l'Assemblée nationale fédérale. Pourtant, dans l'esprit, les deux groupes parlementaires représentaient chacun une réalité. Une réalité culturelle parlementaire. Donc, la mise sur pied d'un unique groupe parlementaire peut expliquer cela. Mais il faut aussi être honnête pour reconnaître que les batailles politiciennes entre les acteurs du Cameroun occidental n'a pas été en faveur de l'affirmation de leur puissance. Entre 1961 et 1900, on va me dire entre 1959, quand le véritable débat sur la réunification avec ou pas, pour ou contre la réunification avec le Cameroun se sont posés. Et vous allez être surpris. C'est que l'une des raisons essentielles pour laquelle certains leaders politiques du Cameroun, de l'État fédéré du Cameroun occidental, ont été en faveur de la création de l'UNC en 1966 et de l'unification en 1972, c'était pour diminuer l'influence de leurs adversaires politiques. En se disant, pour le premier cas, en créant un unique groupe, un unique parti politique, en fait, cela sonnait la disparition du Cameroun National Democratic Party qui dominait aussi bien au nord-ouest, si on se réfère à l'organisation administrative d'aujourd'hui, aussi bien au nord-ouest qu'au sud-ouest. Et pour les autres, l'adoption d'une nouvelle constitution qui mettait fin à l'État fédéral leur permettait enfin le contrôle de certains espaces. Parce que la principale critique qui a été faite, c'était notamment que tous les postes prestigieux au Cameroun occidental, à l'État fédéré du Cameroun occidental, étaient occupés par les ressortissants du Nord-Ouest. C'est pour ça que dès 1964, il y a la création, par les ressortissants de l'actuelle région du Sud-Ouest, de ce qu'on appelait le Vikuma, Victoria Kumba Manfé, qui revendiquait déjà, au sein de cet État-là, le positionnement des fils de cette localité au sommet, entre guillemets, au sommet de l'État fédéré et au niveau des postes stratégiques à l'échelle fédérale. Donc, la source de ce qu'on peut identifier comme étant le problème de l'anglophonie identitaire au Cameroun peut s'expliquer ou peut se comprendre à partir des batailles, on va dire ça, anglo-anglaises au Cameroun, mais davantage par la volonté du pouvoir central qui est issu d'une autre culture de la gestion de l'affaire publique, jacobine centralisée, contre un système de gestion plus participative. Et donc, la conséquence va être le choc de ces deux cultures-là. Et malheureusement, celui qui avait le pouvoir administratif, financier, politique, le président de la République, va imposer, il faut le dire ainsi, la volonté, la structuration jacobine de l'État et les outils de gestion plus proches de la gestion de l'État à la française. Nous aurons un échange plus complet sur la question de la crise de l'anglophonie identitaire. Mais pour sortir de cet échange, à quel niveau situez-vous la conférence de Fumban, premièrement? Et deuxièmement, de cette crise anglophone, de l'anglophonie identitaire, comment on en sort?
Certains estiment aujourd'hui que la solution est strictement politique. Elle consiste en l'avènement d'un frère, d'un compatriote anglophone à la tête de l'État du Cameroun. Quel est votre point de vue? Même si ce n'est pas un point de vue strictement historique, il a une connotation aussi politique. Écoutez, la conférence de Fouman, j'ai souhaité qu'on s'étende un peu plus là-dessus, mais bon, la conférence de Fouman entre dans un ensemble de consultations. Parce que vous avez les rencontres entre les ressortissants du Southern Cameroun, la All Anglophone Conference, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Vous avez eu celle de Bamenda, celle de Manfé, celle de Kumba. Maintenant, vous aviez les rencontres à Yaoundé, à Bamenda, à Boya, et puis il était prévu une autre rencontre, puis la dernière à Yaoundé. Et donc, celle-là, c'est la rencontre de Fouman, qui se tient après celle de Yaoundé, au cours de laquelle un projet de constitution avait été remis à John Goufancha. Mais là, je vais encore parler de la responsabilité des hommes politiques. Qui n'a pas cru bon d'en parler avec ses frères lors de la rencontre de Bamenda, la All Anglophone Conference de Bamenda, ils n'en ont pas parlé. Et puis certaines délégations sont arrivées à Bamenda, à Fouman, et ont découvert le projet de loi, le projet de constitution. C'est pour dire que, pour revenir à la question précédente, et puis les responsabilités, bien évidemment, dans cette crise de l'anglophonie identitaire, sont partagées. Alors maintenant, comment on en sort? Il y a certainement une dimension historique. Il faut se réconcilier. Je l'ai fait dans une tribune libre. Il faut se réconcilier avec l'histoire du Cameroun. Et la réconciliation avec l'histoire du Cameroun, c'est d'accepter qu'à un moment donné, la construction de ce pays s'est faite par la mise en commun de deux réalités politiques. Une héritée du système français et l'autre héritée du système anglais. C'est pour ça que je penche, au moins sur le symbole, que l'une des solutions pourrait être la présence d'un frère Outre-Mungo à la tête de l'État, mais plus loin encore, de manière plus profondément encore, il est temps que l'on s'asseye et qu'on écrive une histoire du Cameroun qui permet de concilier aussi bien le passé anglo-saxon, le passé français, pour ce qui est de l'histoire politique, et c'est de l'histoire humaine, de jouer sur, non pas les rapprochements ethniques, parce qu'on pourrait remonter même à l'Égypte antique, mais de comprendre que les groupes ethniques qui existent aujourd'hui au Cameroun, c'est peut-être pas le fait du hasard historique, mais c'est une réalité et que nous devons apprendre tous à vivre ensemble au sein d'un même État qui pourra donc s'appuyer sur une nation camerounaise que nous aurons construite. Merci infiniment, professeur Joël Narcisse Moyolo, pour cet échange ô combien enrichissant. Vous démontrez dans cet important ouvrage que l'histoire du Cameroun telle qu'elle est présentée et vendue aujourd'hui est une histoire qui est non seulement partielle, mais aussi partiale et partisane, qu'il est important aujourd'hui de construire une identité narrative camerounaise qui permettra de refonder les bases d'une nation et d'un État camerounais. C'est un ouvrage extrêmement important qui est disponible aux éditions des presses universitaires de Yaoundé, un ouvrage publié en 2019, l'Assemblée nationale fédérale du Cameroun, 1962-1973, épicentre de la construction d'une identité narrative camerounaise, une préface du professeur Taguemfa.
Professeur, merci infiniment d'avoir accepté l'invitation de Wafrika TV. Nous espérons vous avoir très bientôt pour continuer à discuter en la faveur de ce mois de mai, au cours duquel nous allons célébrer notre unité nationale, rediscuter profondément sur cette question de l'unité nationale qui aujourd'hui est un élément fondamental pour repartir de nouveau. Merci, Dr Macron. Tout le plaisir était pour moi. Merci.